à toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission, la première de la semaine. Je suis ravie de vous retrouver. Ils reviennent tout juste du Salon de l'Agriculture qui vient de fermer ses portes à Paris. Ce sont les éleveurs de la Covia, dont certains se sont réunis sous une même marque qu'ils viennent de créer. Vent d'éleveurs, leur slogan de la fourche à la fourchette, leur credo gérer toutes les étapes de la production à la vente et garantir ainsi une traçabilité du produit aux consommateurs. Mais pourquoi avoir créé cette marque ? Est-ce une solution à la crise agricole ? Qu'est-ce que ça apporte aux consommateurs que nous sommes ? Qu'est-ce que ça apporte aussi aux producteurs qu'ils sont ? Ce sont les questions que nous allons leur poser. Mais avant d'accueillir nos invités sur le plateau de la grande émission, j'accueille Laure, notre seule chroniqueuse de la soirée. Bonjour Laure, ça va bien ? Très bien. Alors nous allons parler, et ça va, je pense que ça va intéresser nos invités. Prise de parole en public. Voilà, prise de parole. Et Dieu sait que c'est pas facile. Mamma mia. D'ailleurs, en ce moment, c'est ce qu'on est en train de faire. On va voir ça tout à l'heure, Laure. Et puis nous avons Christophe Théier. Ça faisait un sacré bail qu'on n'avait pas eu Christophe Théier de la table à La Roche-sur-Yon sur le plateau. Bonjour Adèle. Mais vous nous avez manqué, hein. Ouais, moi j'ai cru que vous étiez fâché. Non, non, pas du tout. Voilà. Non, mais la dernière fois mon micro marchait pas donc. Ah, vous êtes vexé, voilà, c'est ça ? Je suis vexé. Non, vous avez beaucoup de travail. Alors Christophe, ça va bien ? Très très bien. On va faire quoi ? Alors on va faire un tourne d'eau de merlu. On va faire du poisson. Voilà, poisson. Oui, parce qu'on a. On a des éleveurs de viande, bovins. On va essayer en contrario d'aller dans l'inverse. Ouais. Donc on est sur un merlu, donc on va faire en tourne d'eau accompagné d'une panoplie de chou-fleurs multicolores. Que vous n'avez pas teint ? Non, non, ils sont naturellement de cette violet. couleur en fait, tout à fait. Donc on a le blanc, le vert, le jaune et le violet. D'accord. Et on va donc mettre le tourne d'eau à l'intérieur, on va mettre de la fève tonka. Donc c'est le fruit du teck en fait. On va faire mariner et on va faire cuire ça en tourne d'eau et accompagner d'une petite sauce à la fève tonka. Un truc vite fait, bien fait quoi. On va essayer en tout cas. Merci Christophe. On se voit tout à l'heure, je vous laisse commencer votre recette. Alors nous accueillons sur le plateau de la grande émission les éleveurs de Vent d'éleveurs de la Covia. On va en parler. Alors nous avons sur le plateau Christian Lucas, vous êtes éleveur et président de la Covia et de la marque Vent d'éleveurs. Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Et à côté de vous, il y a Régis Groussin qui est le responsable communication. Bonjour. Régis. Merci d'avoir accepté l'invitation de la grande émission. Et Olivier Minguet. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes éleveur, je crois que vous êtes éleveur à Challans, c'est ça ? Challans, c'est ça. Challans, éleveur de bovins. Oui. C'est ça. Et vous venez pour parler justement de cette marque que vous avez créée il y a quelques mois, hein, c'est de l'année dernière je crois, Régis, c'est ça ? On l'a sorti au mois d'août, oui. Voilà. Alors, je vais me retourner vers le président évidemment, hein, vers le président, Christian Lucas. On explique. Alors, il y a la Covia, il y a Vendée-Loire Viande et il y a Vent d'éleveurs. On fait un petit résumé, un petit historique. La Covia, c'est quoi, Christian ? Alors, la Covia, c'est une coopérative d'éleveurs qui a été créée en 1975. Événement important, c'est qu'en 2010, notre coopérative, c'est 300 éleveurs, 25 000 bovins. C'est ça. En 2010, on a repris l'abattoir de Challans et la société commerciale de Vendée-Loire Viande. D'accord. Notre objectif était de prendre notre destin en main et de suivre nos produits jusqu'au consommateur. D'accord, ça c'est l'historique de... Ça c'est notre historique et c'est l'historique de la Covia. Ouais. Et aujourd'hui, l'abattoir de Challans et Vendée-Loire Viande sont des filiales de la coopérative d'éleveurs. C'est ça. Donc aujourd'hui, ces filiales sont maîtrisées par un conseil d'administration d'éleveurs. D'accord. Donc vous m'avez dit 300... La Covia, c'est 300 éleveurs, on a 300 éleveurs adhérents. Dont Olivier. Dont Olivier, dont vous-même, qui produisent des animaux pour nourrir notre population française. Et ces éleveurs, ils viennent spécialement de Vendée ? Alors la Covia, c'est la Vendée et l'ouest de la Loire-Atlantique. D'accord, donc c'est géographiquement quand même concentré chez nous. C'est très local. D'accord. Voilà. Pourquoi avoir créé une marque ? Ça suffisait pas, Régis ? Mais l'objectif de la marque, c'est Vent d'éleveurs en deux mots. Vent d'éleveurs en deux mots. L'objectif de la marque, en fin de compte, c'était de ramener un maximum de valeur ajoutée au niveau de la coopérative Covia et notamment au niveau des éleveurs. Parce que l'objectif était de non pas subir un petit peu le marché, mais vraiment de se prendre en main et d'être capable de proposer un produit final qui réponde bien sûr à un besoin consommateur, tout en amenant une plus-value au niveau des éleveurs. Oui, c'est ça ce que je disais en amont, c'est que c'est à la fois bénéfique pour les consommateurs, mais c'est aussi vous, en tant qu'éleveur, vous y retrouvez, Olivier. On va en parler d'ailleurs de ça. Olivier, vous avez combien de bêtes chez vous ? J'ai 450 animaux. Ouais. On est 2 travailleurs sur l'exploitation. Ouais. Et donc on travaille avec Covia depuis longtemps. Et Vent d'éleveurs, aujourd'hui on en a passé 6 sur l'exploitation. 6 bêtes ? Voilà. C'est-à-dire qu'il y a 6 bêtes qui sont consacrées à Vent d'éleveurs. Qui sont passées aujourd'hui, qui ont été commercialisées sous la marque Vent d'éleveurs. D'accord. Donc ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est la plus-value.
Et puis c'est l'investissement qu'on a en tant qu'éleveur à maîtriser entre guillemets tous les maillons de la chaîne, aller jusqu'au consommateur. Voilà, c'est-à-dire que vous avez la totalité de la. Voilà. Vous avez le produit de A à Z. Voilà, exactement. On est capable de. On fabrique, enfin, je dirais, on fait naître nos veaux, on nourrit nos animaux pour être capable de nourrir le consommateur, on est capable de les transformer dans nos outils et on est capable aujourd'hui de communiquer auprès de nos consommateurs. Et je crois que notre vraie fierté, c'est d'être capable d'être dans un magasin, de prendre notre barquette et de dire à nos consommateurs, voilà, ça c'est notre produit, c'est nous qui l'avons fait, on sait de quoi on parle, c'est un produit de qualité. Dans des interviews que vous avez dit, et notamment aussi dans le dossier de presse, vous dites que c'est un projet d'entreprise, Régis. Ça veut dire quoi ? Oui, c'est-à-dire que l'ensemble des salariés et des éleveurs étaient impliqués à l'intérieur du projet. C'est-à-dire que pour monter ça, ça nous a demandé 18 mois. Et l'objectif, il est de servir bien sûr les éleveurs, parce que c'est la finalité, c'est ça. Mais c'est aussi d'impliquer l'ensemble des salariés de l'entreprise pour donner vraiment du sens un petit peu au travail des uns et des autres. Qu'il n'y avait plus que vous sentiez qu'il s'effilochait un peu ? Non, je crois que c'est. Il y a toujours une motivation, mais c'était de relancer la motivation et de se comprendre les uns aux autres. Souvent, on est des entreprises les unes à côté des autres et on se connaît pas bien et on n'est pas capable d'échanger sur nos problématiques. Notre projet, c'était vraiment d'échanger sur nos problématiques d'éleveurs en manque de revenus, d'échanger sur le savoir-faire de nos salariés et d'être capable d'échanger sur l'attente des consommateurs. Donc, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et puis de se dire, voilà, on est capable d'échanger sur nos problématiques et de voir comment on peut les résoudre. On est sur un projet d'entreprise qui motive l'ensemble, qui motive tout le monde et qui peut... le vrai projet, c'est d'être capable d'aller jusqu'au consommateur. Ouais, je crois que c'est important pour des éleveurs aujourd'hui, on a l'habitude d'être producteurs, de produire des animaux sans savoir ce qu'ils deviennent. Nous, notre réelle stratégie, c'est de se dire, voilà, on veut savoir comment sont abattus nos animaux, on veut savoir comment on les travaille et on veut savoir comment on peut les proposer à nos consommateurs. Je me retourne vers vous, Olivier, et même vers vous, Christian Lucas, parce que vous êtes éleveur aussi. Est-ce que le métier d'éleveur est un métier, entre guillemets, solitaire ? C'est-à-dire qu'on est un peu isolé des autres éleveurs. Est-ce que vous avez le temps de vous voir, de vous concerter ? Régis disait que c'était important de se voir, etc. Je dirais qu'on n'est pas isolé, parce qu'on côtoie nos collègues quand même. On est un secteur où, Dieu merci, où on côtoie nos voisins. Ce qui est certain, comme l'a dit Christian, c'est qu'on a été, on est producteur, on nous a appris à produire, sauf qu'on ne s'est jamais inquiété du après. C'est-à-dire qu'on amenait nos animaux jusqu'à l'abattoir et après on s'en occupait plus, quoi. Après vous saviez plus ce qui se passait. Voilà. En gros. Ouais. Là c'est un vrai moteur pour tout le monde, pour toute l'entreprise, puis nous éleveurs. C'est que d'abord on travaille différemment, notamment par rapport à la finition de nos animaux. Et puis, on va faire aussi, dans les grandes surfaces, on va côtoyer le consommateur, savoir ses attentes. Voilà. Et puis, je pense qu'ils sont très intéressés de nous côtoyer, nous, pour savoir comment on travaille. Moi, je ramène ça à de la vente directe, à mon échelle. C'est ça. Je compare ça à la vente directe, clairement. Sauf qu'on va revenir, parce que c'est via les distributeurs, on va revenir à ça. Ouais. Mais alors, moi, j'ai une question très très simple. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant, ça ? Cette démarche de connaître, de savoir ce qui se passe après l'abattoir, en fait. Je crois que nos parents l'ont connu avant nous. On a demandé aux agriculteurs de produire de la viande. On leur a demandé de produire de la viande. Ouais. Tant qu'on a été capable de sortir de revenus corrects, on a augmenté en volume et on ne s'est jamais occupé de ce qui se passait après. Aujourd'hui, parce que ça allait bien. Parce que les éleveurs arrivaient à trouver leur compte en faisant que de la production. Aujourd'hui, on est dans une filière, on s'aperçoit dans une filière quand ça devient compliqué. Eh ben, il y a des maillons, et on doit s'intéresser à tous les maillons de la chaîne et voir comment on peut ramener de la valeur ajoutée aux éleveurs. Parce que cette filière, elle est capable d'exister si les éleveurs sont capables d'être là demain et capables de vivre de leur métier. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser, de comprendre ce qui se passe dans la filière déjà, et puis après de voir comment, dans notre petite filière où on englobe tout le monde, de comprendre la valeur ajoutée qui est produite et d'essayer de la répartir au mieux pour que tout le monde s'y retrouve. Donc c'est vraiment notre volonté de dire... C'est presque une réponse à... Je vous coupe, mais c'est une sorte de réponse à la crise agricole actuelle. Oui, on va en reparler avec... Ça peut être une réponse c'est une réponse à la crise actuelle. C'est une conséquence, peut-être. C'est un petit créneau, mais je pense que ça peut engendrer d'autres réflexions sur d'autres segmentations. C'est que le début. Oui, c'est que on va en reparler justement de Vendéleveur et de la Covia et de votre retour aussi du Salon de l'Agriculture, parce que vous y étiez encore jusqu'à vendredi dernier, je crois. C'est ça, Régis. On va en parler, mais d'abord, on va faire un point cuisine.
Alors là, on est sur le poisson, on est d'accord, hein. Tout à fait. Avec Christophe. Alors, vous avez coupé votre merlu. Voilà, donc j'ai juste plié mon filet de merlu en deux que j'ai rassemblé. Voilà. Je vous coupe, Christophe, c'est une recette pour combien de personnes? Voilà, on va dire que c'est pour... Je m'adapte aujourd'hui au plateau. Et on vous en remercie. Non, mais après, on est sur 3 personnes à peu près là. Voilà. 3 personnes, voilà, c'est un plat de résistance? Tout à fait, c'est un plat de résistance. C'est pas une entrée, d'accord. Donc vous avez coupé votre merlu. Voilà, j'ai coupé mon filet de merlu en deux, que j'ai donc reconstitué. J'ai mis juste du sel et donc j'ai râpé juste la fève tonga en fait sur le dessus. Ça va faire quoi, cette fève? Ça va juste donner une petite amertume au poisson et ça va donner une petite saveur exotique en fait. Est-ce que le merlu a déjà un goût prononcé? Non, pas particulièrement. Il faut lui apporter un peu de peps en fait. Ah oui, il est fadasse. Ça reste un poisson qui est assez fade, mais qui est un poisson qui est quand même très goûteux. Pardon. C'est pour ça que vous le cuisinez. Voilà, exactement. Donc vous mettez la fève dessus. Voilà, ensuite donc, je le reforme en petit tourne d'eau et je mets juste un tour de ficelle. Tourne d'eau, c'est pour le clin d'œil à nos invités. Tout à fait, c'est ça. Non mais c'est incroyable, hein. Cette émission est incroyable. D'accord. Oui, alors... La fève tonka, vous l'achetez où? Après, ce sont des producteurs, hein, mais aujourd'hui, on peut même en trouver dans les grandes surfaces. C'est vrai? Ouais, Tel que vous la... Oui, tout à fait, ils en ont également. Ouais. Sinon, c'est un produit qui coûte assez cher. Ça coûte combien? Ouais, c'est un certain prix quand même. Je peux pas le dire, mais c'est un certain prix. Non, mais c'est un produit qui reste quand même assez onéreux. D'accord. Et le prix du merlu aujourd'hui? Aujourd'hui, là, on est sur un merlu de nos côtes qui reste assez raisonnable pour nous à l'achat. On est dans les 4-5 euros au kilo. D'accord, ok. Donc là, vous avez fait vos petits tournes d'eau. Voilà, donc on va juste les laisser après bien refroidir au frigo. Et on les fera cuire au dernier moment à la poêle, à l'huile d'olive et au beurre. Juste cuit Retourne, tout doucement. Voilà. Tout doucement? Ouais, tout doucement. D'accord. Vous voulez pas nous en dire plus? Voilà, j'ai juste commencé à préparer aussi. D'accord. Hop là, j'ai juste effrité un tout petit peu. Voilà, c'est le chou-fleur que j'ai émietté avec le couteau en fait, juste avec de l'huile d'olive et du sel en fait. Ça va juste faire un petit croustillant qu'on mettra par-dessus le poisson au dernier moment, au moment du dressage. Toujours les textures, hein. Toujours les textures. Voilà. C'est du poisson, mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. On est d'accord. Ouais, et après, là, je vais tailler donc le chou-fleur à la mandoline et qu'on va juste faire sauter à la poêle, tout simplement, sans le pré-cuire. Voilà. On va le couper très très fin. Légumes de saison. Légumes de saison, là on rentre dedans. Toujours. Ouais, tout à fait. D'accord, ok. Merci, monsieur Christophe. Oui, alors non, mais allez-y, je vous en prie. Les choux-fleurs de toutes les couleurs comme ça, on ne les trouve pas dans les supermarchés. Ah, c'était ma question en off, ce que je vous ai dit. On commence à en trouver, hein. Il y en a de plus en plus. Hein. Après, ça dépend, il faut aller dans les petites épiceries, les petits commerces, on peut en trouver. Après, c'est en précommande surtout qu'on peut en avoir. Couleurs différentes, mais goûts différents? Ils ont des saveurs un peu plus sucrées, oui, voilà. Mais après, ça reste du chou-fleur à la base. En fait, c'est pour faire joli dans l'assiette. Tout à fait. C'est juste... c'est de la peinture, vous faites pas de la cuisine. Ça s'appelle du visuel, après. Ok, très bien Christophe, merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour parler de vin d'éleveur. De retour dans la deuxième partie de cette grande émission, nous sommes en compagnie de la Covia et de la marque Vent d'éleveur, représentée par Christian Lucas, son président, Régis Groussin, le responsable communication, et Olivier Minguet, éleveur à Chaland. Christophe est en train de se couper les doigts avec la mandoline, en train de tailler du chou violet. Tout va bien sur ce plateau et Laure va nous parler de prendre la parole en public d'ici quelques instants. Alors, pour revenir sur la marque Vent d'éleveur et aussi la notion de traçabilité, cette notion de traçabilité, de savoir d'où vient la viande, etc., je me retourne vers vous, Régis. Est-ce que ça veut dire que les consommateurs sont de plus en plus exigeants, sont de plus en plus méfiants à l'égard de la viande ? Il y a eu pas mal de scandales Spanghero, depuis quelques temps. Pour ne citer que. Et effectivement, aujourd'hui, le consommateur, ce qu'il demande, c'est vraiment une transparence. Et plus elle est importante, plus ça lui va. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que les éleveurs possédaient l'abattoir, donc pouvaient aller jusqu'au produit. Oui, donc l'abattoir de Chaland donc, pouvait aller jusqu'à la fabrication du produit et répondait aussi à une attente du consommateur qui, lui, veut une transparence lorsqu'il va en grande distribution et lorsqu'il achète ce produit-là. Et donc, par l'intermédiaire donc, des barquettes, on a un système de QR code qu'on vient lire. Et puis, comment ça se passe? Alors, je vous coupe, Régis. Je vais faire mes courses. Je vais faire ma course. Je tombe sur les faux filets ou les steaks avec la marque Vent d'éleveur, ce qu'on a sur le plateau. Qu'est-ce qui me garantit
que c'est une super viande. Vous parliez du QR code. Qu'est-ce que ça va apporter? Alors, le QR code, il va apporter la traçabilité. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, nous, on va dire quel éleveur a produit la viande que va consommer le consommateur. Avec par mon téléphone l'intermédiaire du portable, QR code. Oui. on le voit d'ailleurs à l'image, je flash un code. Vous flashez donc le QR code qui Voilà. est ici. Vous rentrez donc le numéro de lot de la bête, donc ça c'est obligatoire. D'accord. Donc, et à partir de là, on va remonter jusqu'à l'éleveur. D'accord. Donc, après, au niveau qualité, nous, ce qu'on a souhaité, c'est de travailler ce qu'on appelle tout en 3 étoiles. Aujourd'hui, il y a une classification au niveau des morceaux de viande sur 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Ouais. La 3 étoiles étant la plus tendre. D'accord. Donc, tous nos produits piécés muscles C'est du sont en 3 3 étoiles. étoiles. Le reste est transformé soit en haché, soit en saucisserie. D'accord. Ça, c'est pour le QR code et la traçabilité du produit. En tant qu'éleveur directement concerné, Christian et Olivier, vous sentez aussi cet intérêt du consommateur pour savoir d'où vient cette viande? Ouais, clairement. Oui. Olivier? Ouais, clairement. Pour avoir été faire quelques animations, Ouais. les gens sont vraiment demandeurs. Et pour nous, c'est enrichissant aussi de côtoyer les consommateurs. Mais on sent que les gens ont vraiment besoin de proximité et de savoir ce qu'ils achètent. Et là où c'est d'autant plus intéressant, c'est qu'avec le QR code, donc on arrive sur l'image de l'agriculteur qui l'a produite, l'animal, et on a aussi un descriptif de l'exploitation. La façon dont D'accord. on travaille. D'accord. Il y a un texte qui décrit l'exploitation dans ses grandes lignes. Et le fait de vous, entre guillemets, mettre en scène, parce qu'on vous voit sur les barquettes, on voit les bobines, quoi, les visages de certains éleveurs, etc. C'est nouveau pour vous, cette mise en avant comme ça, on le voit aussi sur votre site internet. Oui, Christian. c'est totalement nouveau, c'est une chose que nous ne faisions pas avant, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une remise en cause de notre métier d'agriculteur aussi, c'est Ouais. que nous devons nous occuper de la commercialisation et nous devons aussi nous mettre en avant auprès du consommateur. Ce qu'on a vu depuis les années 95, c'est que la vente directe aux producteurs s'est développée sur la Vendée, et on sait que chaque producteur essaye de faire de la vente directe à son niveau, mais nous savons, dans nos exploitations, nous avons 80 ou 100 animaux que nous pouvons vendre. Mais en vente directe, c'est pas facile de vendre sans animaux. Donc notre objectif pour la coopérative, c'est de faire de la vente directe, je dirais, à plus grande échelle. C'est-à-dire que quand on est 300 éleveurs réunis, on est capable de répondre à des marchés de grands magasins, on est capable de répondre à un peu plus de volume, avec une traçabilité parfaite et en mettant nos savoir-faire en avant, la qualité de nos produits et puis notre image d'éleveur. Mais alors justement, pardonnez peut-être la naïveté de ma question, mais on est en pleine crise agricole. Hein. Les éleveurs tapent un peu sur les distributeurs, les grandes surfaces, etc. Et vous décidez de justement pas travailler en circuit court et de faire de la vente directe. Vous passez quand même par les Leclerc, Hyper U, etc. et Carrefour. Pourquoi? Je crois qu'il ne faut pas ignorer, il y a des circuits de distribution qui sont en place. Ouais. Donc après, je pense que c'est plus de notre part de s'expliquer entre différents maillons, de voir comment on peut travailler ensemble et de construire ensemble. Si on veut tout recréer des circuits de distribution indépendants à notre compte, on sait que ça prend du temps et on sait que ça coûte de l'argent. Donc il y a des circuits aujourd'hui qui existent, par le biais de nos boucheries, par le biais des grands magasins. Autant les utiliser, c'est qu'une histoire de compréhension entre nous et de partage de valeur ajoutée. Alors ça marche pour vous, pourquoi ça ne marche pas pour les éleveurs bretons maintenant qui aujourd'hui qui ont été les plus virulents dans la manifestation? Je crois qu'on est sur une démarche nouvelle. Nous sommes peut-être les précurseurs, donc d'autres vont essayer de faire comme nous, et c'est très bien. C'est de prendre conscience de ce qu'on produit et de savoir comment on le met en valeur pour le vendre. C'est la chose à faire pour tous les agriculteurs, donc on est les précurseurs, mais d'autres vont suivre, je pense. Il y a d'autres, Régis, je me retourne vers le responsable communication, il y a d'autres éleveurs qui se sont regroupés comme ça en coopérative et qui ont créé une marque. Alors aujourd'hui, dans le domaine bovin, ailleurs aujourd'hui, on est les seuls. Vous êtes les seuls en France? On est les seuls. Ça existe sur de la volaille. On a aperçu ça. Mais sinon, dans le domaine bovin, non, on est les premiers à faire ça. Et vous avez déjà alors vous revenez du salon de l'agriculture, est-ce qu'il y a d'autres éleveurs qui se disent Oui, on a rencontré pas mal de votre collègues qui effectivement trouvent l'initiative vraiment intéressante et puis qui souhaiteraient la développer. Par rapport aux éleveurs, je suis éleveur. Admettons que je sois éleveur. Je veux rentrer dans la marque Vendéleveur. Comment ça se passe? Je suis sûre qu'il y a un cahier des charges à respecter, Olivier. Oui, il y a un cahier des charges. Après vous, Christian. Il faut être adhérent à la coopérative, forcément. Forcément. Ce qui est logique. Ouais. Ensuite, il faut s'impliquer dans le projet.
C'est-à-dire, quand vous dites impliqué dans le projet, ça passe par des formations notamment. On apprend à cultiver l'autonomie sur nos exploitations par rapport à l'alimentation des bovins. Ça, c'est un des objectifs aussi de la marque, c'est d'essayer d'être en autonomie un maximum sur nos exploitations. Faire tout vous-même. Limiter les achats extérieurs. C'est ça. Faire avec les fourrages qu'on a. D'accord. Et puis aussi, pour pouvoir vendre des animaux avant d'éleveurs, il faut aussi s'impliquer dans la commercialisation. D'accord. Donc ça passe par des formations aussi. Des formations, et puis surtout aller au-devant du consommateur, comme je vous le disais tout à l'heure. C'est aller dans les grandes surfaces au contact du consommateur. C'est faire la communication alors. Voilà, exactement. C'est vraiment ça. Et c'est enrichissant, c'est vraiment enrichissant. Pour vous. Voilà. Ça vous fait aussi sortir de l'exploitation. Exactement. On est d'accord. Exactement. De prendre un peu de recul par rapport à Et tout ça. les consommateurs ont vraiment besoin de ça, on le sent. Ouais. On D'aller le à la sent. source, quoi. Ouais, exactement. D'accord. On va y Et revenir. en tant que- je peux poser une- Et puis après, c'est à vous. En tant que consommateur ou consommatrice, comment on sait où vous trouvez Où trouver la viande Est-ce que sur le site, on peut taper vente d'éleveur et puis ça dit Super Quand U vous êtes sur machin, les Hyper U Chaland, des choses comme ça, On est- déjà On est à l'Hyper-Chaland, Saint-Jean-de-Mont, on est dans les vergers de Vendée. On est... Ouais, sur la Vendée, on a 2 créneaux aujourd'hui. On a des sur les U, on est sur les U sur la côte, et puis on vient de démarrer avec les vergers de Vendée. Et après, notre axe de développement est surtout sur la région parisienne. On va en reparler Aujourd'hui. justement de savoir On a où pas mal de on peut Leclerc sur la région parisienne. Mais il n'y a pas, pour notre l'instant, il n'y a souhait- pas sur le site, j'imagine qu'il y a le site vente d'éleveur, on ne peut pas mettre j'habite dans le 95, où est-ce que je vous trouve Il n'y a pas Pour la l'instant, liste on des n'en est pas magasins. là. C'est vrai qu'on est sur la traçade de l'éleveur, on est en train de construire un site, on est en train de revoir pas mal de choses. Et puis, Non, mais c'est effectivement, une il y a. idée, tout à fait. Oui, tout à fait, c'est des idées qui J'habite sont à tel intéressantes. endroit, est-ce Oui, que je tout peux à trouver fait. votre produit Je pense On l'a que vu, c'est ce que demandaient les gens en fin de compte La au salon. la réflexion est très bonne et on travaille sur cette idée parce qu'on s'aperçoit que tous les agriculteurs sont très bons en communication et en dégustation de produits. On est tous très bons à faire ça. Sauf que le consommateur nous renvoie souvent la balle en nous disant où est-ce que je trouve votre produit. Exactement. Bah oui, Et, parce que et là, c'est- en fait, et là, on a c'est- commencé en oui. communication, nous, à la foire des mini à Chalon, on a travaillé, on a été capable de dire à nos consommateurs qui étaient à la foire, vous le trouvez dans tel magasin à Saint-Jean-de-Mont ou tel magasin à Chalon. Et aujourd'hui, notre ambition, c'est bien ça, quoi, c'est d'aller jusqu'au bout, et d'être capable de répondre à tous les consommateurs et de leur dire, voilà, vous êtes de telle région, vous trouverez notre produit dans tel magasin. Ouais, super. Ça, c'est l'ambition. En fait, il faut que ce soit pratique pour le Voilà, consommateur. exactement. On va reparler de ça si vous voulez bien, mais d'abord, c'est Laure avec la prise de parole. Vous devez prendre la parole en public. Donc vous devez C'est le prendre la cas. parole pour présenter un projet, pour convaincre des consommateurs, pour convaincre vos équipes, vos dirigeants. Et à chaque fois, c'est le même scénario. Vous avez la nuque qui dégouline, les mains qui transpiration et de tremblent, stress. les guibolles qui flageolent. Voilà. Ou alors vous aimeriez prendre la parole dans un groupe de personnes qui vous semblent super intéressants, super intelligents, super cultivés, beaucoup plus que vous. Vous tergiversez pendant 10 minutes avant d'oser dire votre phrase. Et c'est quand pas vous la évident, hein. dites, le sujet a changé, c'est trop tard. Ou alors vous devez prendre la parole au mariage de votre fille et rien que d'y penser, vous avez les genoux qui font des castagnettes. Vous êtes en train de vomir dans les toilettes. Et des nœuds dans la gorge. Bon. Je pense que je parle à des gens qui ont peut-être déjà un petit peu ressenti ça. En tout cas, moi, je l'ai déjà ressenti. Eh bien, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seuls. La peur de prendre la parole en public, Ah bah oui. c'est une peur qui est quasiment la plus répandue avec la peur des serpents et la peur du vide. C'est pas vrai. Oui, comme je vous le dis. D'accord. Donc il y a plus de la moitié de la population qui préférerait mourir plutôt que de prendre la parole en public. Mais pourquoi donc D'abord, on a peur d'être jugé. Oui, on est forcément jugé. Hein. Ensuite, on a peur d'ennuyer les autres, de ne pas être intéressant. Du coup, on Ça interprète, arrive. Hein. on interprète Certains. tout dans ce sens-là. On interprète le moindre bâillement comme une marque d'ennui. Quelqu'un qui regarde sa montre, ah bah c'est sûr, il veut partir. J'ai Quelqu'un qui a dépassé le l'air... temps, j'ai dépassé le temps. Voilà, quelqu'un qui a l'air étonné, oh là là là, ça y est, il remet tout en cause, la moindre question, enfin bon, on interprète tout dans ce sens-là. En plus, on a peur du regard transparent au rayon X des gens qui vont voir que je suis mal à l'aise, Que je ma transpire, veste je est suis sûre que ça moche. se voit et donc je transpire encore plus, je rougis, je suis sûre que ça se voit et donc je rougis encore Voilà. plus. Ouais. Et donc tout ça, ça nous remplit de pensées négatives, de croyances négatives, ça accentue le problème et ça fait qu'on a encore plus peur de prendre la parole en public. Donc on a peur du regard des autres, mais aussi on a peur de son soi. propre regard. On a peur de ne pas être à la hauteur. Mais quelle hauteur? Qu'est-ce qui la met, la hauteur? C'est nous, on se met la une pression barre. tout seul. On se met la pression tout seul. voilà, on se met la pression tout seul, on se met la barre très haute, on veut atteindre une perfection, mais la perfection, ça n'existe pas. Donc voilà, alors il y a un remède à ça, parce que C'est ça, quoi je l'ai vécu, Alors moi, ça me... c'est d'aller voir les conférences des autres. Moi, Parce j'imagine qu'on les voit gens... quand même ah non, je vais pas que le dire. les autres sont pas forcément
des orateurs extraordinaires et que c'est bien quand même, que parfois il y a même des gens qui se font quand même payer très cher pour faire des conférences minables. Et donc, ça décomplexe pas mal d'aller voir celles des autres. D'accord. Donc avoir peur, c'est normal. Le stress, c'est normal. C'est un réflexe de survie. En revanche, c'est pas non plus une fatalité de ne pas y arriver. C'est pas grave si on se plante. C'est pas grave si on se plante. Mais enfin, l'idéal, c'est quand même de ne pas se planter. On sauve pas des vies, pour ça, oui, non, mais tout est relatif, on est d'accord. Et pour ça, pour y arriver, il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a même une seule solution qui est miracle. C'est de se préparer. Ouais, c'est de travailler. C'est de se préparer, mais de se préparer de la bonne manière. D'imaginer les gens tout nus. Oui, ça c'est ce qu'on dit souvent, ça fait rire, mais... Eh ben ouais, mais ça marche des fois. Il y a 4 axes pour se préparer dont je vous parlerai tout à l'heure. Et donc d'être habillé quand même, on est d'accord? Oui, habillé, oui, c'est mieux. On verra ça tout à l'heure. Je vous rassure. Merci Laure, on verra ça tout à l'heure. Christophe, on en est où? C'est très joli dans votre petite poêle là. C'est gentil, merci. C'est très très joli et ça sent hyper bon. Donc j'ai juste mis un petit peu d'huile d'olive, de beurre. Huile d'olive et beurre. Oui, tout la à fait. totale. Oui. Pas de crème fraîche. Non, pas de crème fraîche. Ouais. Une petite échalote dedans et juste donc le chou-fleur est émincé à la mandoline. Voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir démarrer la cuisson des poissons. Donc je vais faire chauffer une poêle. Je vais juste mettre un papier au fond de la poêle pour pas que le poisson colle sur le fond de la poêle. Parce que vous allez mettre les poissons? Non, dans une autre poêle. C'était pour voir si vous suiviez. Ah mais je suis au taquet. Mais donc vous mettez les poissons dans une autre poêle. Oui, tout à fait. Faut pas les faire cuire avec les. Ça c'est prêt, on va dire. Voilà. Maintenant, on passe sur la suite. Vous êtes un filou. J'essaye. D'accord. Voilà. Donc juste un peu d'huile d'olive, pareil, et on finira avec une noix de beurre. Donc là, j'ai juste préparé. C'est un fond de veau en fait pour avoir quand même une sauce un petit peu plus corsée pour aller avec le poisson. Et aromatisé donc à la fève tonka. Voilà, que je vais déglacer ensuite dans la poêle de cuisson. D'accord. Le merlu. Pas trop cuit parce que ça devient quoi? Caoutchouteux? Non, ça va vraiment s'effilocher s'il est vraiment trop cuit. S'il est vraiment trop donc cuit. Il faut le laisser. C'est un poisson qui va rester moelleux de toute façon. Alors le plus souvent, le parchis, on le connaît, le merlu froid à mayonnaise. Oui, exactement. Après, on peut le travailler de plein de sortes. Voilà. Merlu froid à la mayonnaise. Ça dépend. C'était un classique il y a quelques années. Ça dépend de votre mayonnaise, on est d'accord. Ça dépend de la mayonnaise. Tout à fait. Je vous laisse bosser. Mais je vous ennuie là. Je veux bien. Non, pas du tout. Ah, non, je me prépare. D'accord, très bien. Merci. C'est la fin de cette deuxième partie. On se retrouve juste après une courte pause. Retour dans la troisième et dernière partie de cette grande émission consacrée à la marque vin d'éleveur et à la Covia. Et nous sommes en compagnie de Christian Lucas, le président, Régis Groussin, le responsable communication, et d'Olivier Minguet, éleveur. Christian Lucas est aussi éleveur de bovins. On est en compagnie de Laure qui va nous parler aussi de comment la prise de parole à l'oral, et de Christophe qui est en train de nous faire du poisson. Qui était en train de se faire cuire son merlu. On va revenir sur le contexte agricole et évidemment sur le salon de l'agriculture. Vous en revenez là, vous avez fermé les portes du salon presque. Comment ça s'est passé ce 53e salon de l'agriculture? Parce que le contexte était quand même assez particulier, marqué notamment par une espèce de bronca sans précédent contre le président de la République, François Hollande, qui a même mis d'ailleurs, juste pour l'anecdote, sur le même niveau les attentats du 13 novembre, la crise économique et la crise agricole. C'est pour vous dire la situation. Est-ce que la situation est si désespérée que ça? Je m'adresse aux éleveurs. Alors Olivier, vous n'étiez pas au salon parce que vous étiez sur votre exploitation, mais Christian par exemple. Oui, la situation est dramatique parce qu'aujourd'hui tous les producteurs travaillent en dessous de leur prix de revient. Donc on est capable d'affronter une crise sur 4-5 mois, mais on ne peut pas toujours travailler sous nos coûts de revient. Donc il faut quand même savoir que les éleveurs de viande en Vendée aujourd'hui, le revenu moyen d'un éleveur de viande, c'est 15 000 €. Donc on est bien obligé... aujourd'hui, les éleveurs sont démoralisés et il faut trouver des solutions pour remonter nos prix à la production. Sinon, nous ne serons pas capables de garder nos exploitations. Et le plus dangereux dans la filière, c'est que nos exploitations vont disparaître et nous n'aurons plus de production française demain si nous ne sommes pas aidés par l'Europe et par les pouvoirs publics. Et il nous faut trouver une vraie politique agricole pour remonter nos prix et redonner du sens à notre métier et de la valeur sur nos produits. Et il est totalement anormal que nous soyons des producteurs qui travaillons à perte tout le temps.
Donc, oui, je vous ai coupé, Christian. Vous vouliez rajouter quelque donc chose? il faut notre stratégie de développement d'éleveurs, c'est aussi dans cette démarche-là, C'est lié à ça. c'est de vraiment ramener de la plus-value aux éleveurs et de leur faire prendre conscience qu'on a autre travail d'éleveur à faire, mais un peu de travail de communication pour nous vraiment ramener de la valeur et être capable de faire du résultat correct dans nos exploitations. Olivier, vous êtes dans cette logique-là aussi, parce que vous êtes un jeune éleveur. Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes Ça fait sur 10 ans. l'exploitation? Ça fait 10 ans que je suis installé. Ouais. Donc c'est vrai qu'on n'a jamais été si mal qu'aujourd'hui, c'est clairement. Cette crise, elle date de quand? Ce problème des prix, etc. Elle était latente depuis un petit moment, mais je dirais que ça s'est bien dégradé depuis 6 mois, réellement. Ah oui. Ouais, tous les éleveurs. Aujourd'hui, au niveau national, je crois qu'il y a 25 000 exploitations qui sont en dépôt de bilan. Donc c'est pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, c'est bien énorme. de ce genre de chiffres parce qu'on ne se rend pas du tout compte de... Et on se rend compte que l'agriculture va prendre un virage. Enfin, l'État est en train de prendre un virage. On nous a toujours dit que c'est par le volume qu'on sortirait du revenu. Et on se rend compte que c'est plus vrai. On arrive au bout d'un système. Et c'est plutôt en faisant moins de volume, en le faisant mieux. Qualité. Et en touchant des plus-values comme on peut faire par vente d'éleveurs, qu'on s'en sortira. D'accord. Et ça, j'en suis persuadé. Et je pense que notre génération à nous, elle a un tournant à prendre. Vous avez quel âge, Olivier? J'ai 35 ans. Ouais, vous êtes donc un jeune éleveur. Et c'est une vocation? Ça l'est parce que je suis pas issu du milieu agricole. Ouais, vos parents n'étaient pas du tout Ouais. Et donc ça a toujours été ma passion et je me suis donné les moyens, entre guillemets, de m'installer. J'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment et qui m'ont laissé ma chance. Et le contexte agricole actuel qui est latent depuis quelques années maintenant ne vous a jamais démoralisé et vous vous êtes jamais dit non, je passe l'éponge, j'arrête? Non, j'ai jamais eu ces mots-là. Ce qui est sûr, que la motivation a commencé à baisser. Ouais. Avant de m'impliquer dans ce type de démarche. Là, aujourd'hui, c'est un vrai booster. Hein, c'est clair, moi, comme mon associé, on s'investit à fond là-dedans parce qu'on sent que c'est l'avenir, quoi. C'est plus, comme on disait tout à l'heure, amener des animaux et pas s'occuper de la suite. Il faut réellement qu'on prenne conscience qu'il y a un consommateur derrière. Et c'est notre façon de travailler ça se transmet par le produit. Et le produit, c'est le consommateur qui le consomme. Donc, il y a vraiment une prise de conscience. Christian Nicolas, lors d'un reportage sur notre chaîne, notamment pour le journal, vous avez dit la chose suivante, que la seule façon qu'un producteur a de rendre rentable son exploitation, c'est de s'investir dans le fonctionnement des outils d'abattage, on en parle depuis le début de l'émission, et dans le marketing et la communication auprès du consommateur. Ça veut dire que le métier d'éleveur ne se limite plus au métier d'éleveur. Notre premier métier, c'est éleveur. Certes, mais je crois qu'on doit accompagner notre produit. Moi, je connais aucun artisan qui est capable de construire, par exemple, 100 maisons et de se poser la question après s'il va les vendre. Nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, il faut absolument aujourd'hui qu'on ait la réflexion de savoir ce qu'attend le consommateur, ce qu'attendent les bouchers dans les grands magasins. Il faut qu'on connaisse le besoin et qu'on soit capable de s'adapter à ce besoin et de mettre nos produits en corrélation avec ce que veut le consommateur. Il faut absolument qu'on travaille ça. Et je pense que c'est vraiment indispensable. Demain, les éleveurs auront deux possibilités. Soit ils veulent rester dans leur exploitation et pas s'intéresser à la commercialisation. Ce sera des producteurs de matières premières. Ils resteront producteurs de matières premières. Donc ce sera difficile. Ce sera compliqué. Il faudra être techniquement très bon. Il faudra faire beaucoup de volume et subir les prix. Ou alors la deuxième solution, c'est de dire voilà, on est des producteurs, on a envie de s'intéresser à nos outils, on a envie de suivre notre produit et on passe un peu de temps, on essaye de se libérer une demi-journée, une journée par semaine pour aller rencontrer des patrons de magasins, pour aller rencontrer du consommateur et puis être capable de discuter de nos prix et pour ramener un peu de valeur ajoutée à nos exploitations. C'est une autre solution. Alors, très vite. Je pense qu'il faut que vous alliez rencontrer des consommateurs très jeunes aussi. Enfin, vraiment la génération des 17-20 ans, parce que moi, c'est vraiment une population que je côtoie, parce que c'est mes enfants, etc. Et peut-être vos enfants, c'est pareil d'ailleurs. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment, effectivement, une viande de qualité, savoir que les animaux ont été bien traités. Et il y a vraiment... Et c'est eux les consommateurs de demain. Donc, c'est vraiment eux qu'il faut que vous alliez rencontrer. Exactement. Laure, vous allez garder la parole parce qu'on refait un point sur la prise de parole. Il y a 4 axes. Oui. Donc pour se préparer, c'est la seule solution. Hein. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui se préparent. Dans les grandes surfaces, vous penserez à l'heure maintenant. Non, mais sérieux. Non, mais j'ai écrit ma chronique en pensant à vous. Hein. J'ai essayé d'écrire une chronique en me disant qu'est-ce qui va les intéresser. Parce que je pense que le maquillage et les petites robes noires, c'est pas trop votre truc. Donc, après, c'est à vous de voir. Hein. C'est des choses qu'on n'a pas appris dans notre métier. Que personne n'apprend. Voilà, exactement. Donc d'abord, la première étape, qui est cruciale évidemment, c'est de travailler le fond.
bien sûr, il faut savoir de quoi on parle. Mais ça peut paraître évident, mais il y a aussi des gens qui se disent « Oh, ça ira bien, je verrai bien à peu près ce que je vais dire ». Mais pas du tout. Il faut travailler le fond à fond. Et si on n'est pas à l'aise, il faut le rédiger. Il faut, même si après on ne lit pas notre truc, mais de l'avoir rédigé une fois, ça structure dans la tête. Moi, je rédige mes chroniques de A à Z, parce que je ne suis pas assez à l'aise pour parler comme ça. Et quand on travaille le fond, il faut se poser 4 questions. La première, c'est à qui je m'adresse. Donc là, c'est quel consommateur, c'est qui ma cible. La deuxième, c'est quoi l'objectif de ma présentation. La troisième, c'est pourquoi c'est moi qui fais cette présentation. Là se pose la question de la légitimité. Et en général, on est légitime. Mais de savoir qu'on est légitime, déjà, ça rassure un peu. De se dire, c'est normal que je sois là, c'est moi le spécialiste de la viande bovine aujourd'hui en 2016. Et puis la dernière question, c'est s'il y a un message. Quand on parle, les gens retiennent pas plus de 10% de ce qu'on dit. Donc s'il y a un message que je veux faire passer, c'est quoi? Et c'est ce message-là qu'il va falloir dire. Et il faut le répéter de façon différente, 7 fois avant que ça soit imprimé dans la tête des gens. Vent d'éleveur, vent d'éleveur, vent d'éleveur, vent d'éleveur, vent d'éleveur, vent d'éleveur. Donc ça, c'est vent d'éleveur qualité, vent d'éleveur qualité, vent d'éleveur qualité. Donc ça, c'est le fond. Ensuite, il faut travailler ses émotions. C'est-à-dire qu'il faut faire taire les petites voix qui disent « mais t'es nul, mais t'y arriveras pas ». Ça, c'est très, très dur. La petite voix la plus répandue, c'est celle qui nous demande d'être parfait. Ce que je disais tout à l'heure. La perfection n'existe pas et c'est pas grave. C'est pas grave si on n'est pas parfait. Adèle, avant les émissions... Non, c'est pas ce que je veux dire. Je fais des plaques rouges. Avant les émissions, alors il y a ça, mais vous dites toujours aux invités, vous pouvez bafouiller, vous pouvez vous mélanger. C'est pas grave, on n'est pas là pour... ça met de la vie dans la présentation. Exactement, que le côté, je récite mon truc. Ouais. Ensuite, psychologiquement, il faut aussi se préparer, se représenter sa prise de parole de façon positive. Donc s'imaginer, j'arrive sur scène, tout va bien, je me fais applaudir, ça fait du bien, les gens sont contents, ils sourient. Si, les gens applaudissent, bien sûr que si. On n'est pas accueillis avec des tomates pourries. Sauf si c'est dans un contexte si on est le président de la République et qu'on sauf si on est dans un contexte agricole un peu particulier et qu'on est ministre de l'Agriculture. Voilà. Bon, là, d'accord. Mais eux, ils sont quand même suffisamment armés pour supporter ça. Oui, c'est vrai. Dans le contexte agricole, il y aura des tomates. Oui, il y a des tomates, exactement. Donc voilà, il faut commencer son speech, tout va bien, les gens sont contents, les gens sourient, il faut se visualiser, il faut se faire une visualisation positive du truc. Et puis, juste avant le moment M, juste avant de monter sur scène ou de prendre la parole vraiment, il faut vraiment respirer, prendre une posture gagnante, se redresser, sourire, se dire super, 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 je suis super content d'être là, les gens sont contents d'être là, ça va super bien se passer. Il faut vraiment... Non mais c'est vrai, il faut se dire que c'est un bon moment, que vous y allez. L'idée c'est de partager quelque chose, positiver. Ensuite, il faut travailler son image et sa communication non verbale. C'est un élément essentiel dans la relation qui va se jouer avec votre interlocuteur. C'est-à-dire que quand vous allez arriver devant votre auditoire, avant même d'avoir ouvert la bouche, les gens vont vous voir. Et donc, les gens vont déjà avoir un a priori positif ou négatif sur vous. Donc, il ne faut pas négliger votre image, votre tenue. Il faut qu'elle soit juste. Exactement. Ça dépend. Si vous aviez envie de faire plus authentique, plus terroir, machin, peut-être il aurait fallu que vous soyez plus en bleu de travail. Avec la coque, mais là, exactement. Et puis, il faut se dire que vous n'êtes pas seulement un technicien par exemple, je vous parle à vous parce que c'est vous que j'ai en face, mais c'est valable pour tout le monde. Que l'orateur n'est pas seulement un technicien, c'est aussi un peu un acteur. Il faut se mettre en scène. Donc, première chose. Et puis, il faut un peu jouer sur le registre des émotions. C'est pas... alors, pour prendre la parole en public... Il faut que l'encéphalogramme soit un peu comme ça. Ouais, voilà. Il faut un peu déclencher quelque chose chez les gens. Et pour ça, il faut utiliser les mains, le regard, les yeux, les sourcils, le sourire. Voilà. Tout ça, ça joue dans la prise de parole. Très vite, Laure. Oui. Et enfin, il faut travailler sa voix. Régis. Oui. Ma voix cassée. Voilà. La voix de Jeanne Moreau de Régis. La voix, c'est un vecteur de communication, bien sûr. Alors, on a la voix qu'on a, mais on peut travailler son débit, son articulation, savoir faire des pauses, etc. Donc voilà, les 4 axes, c'est ça. Et si vous faites ça, vous serez au top. J'ai juste une toute petite question, Laure. Est-ce que c'est une réponse très rapide, s'il vous plaît. Est-ce que on peut se filmer? Ah oui, bien sûr. Alors nous, ce qu'on fait, donc moi j'interviens aux ateliers 6CA pour préparer les gens à la prise de parole, on les filme évidemment, parce qu'il n'y a rien de tel que de se voir et se dire « Ah oui, au secours, je me tiens comme ça, je dis des toutes les 2 minutes ». Ça c'est terrible, mais c'est un exercice super. Vous pouvez évidemment retrouver tous les conseils de Laure, évidemment toutes les semaines dans la grande émission, mais également à l'atelier de l'image, vous avez le numéro de téléphone qui s'inscrit sur votre
écran. Vous pouvez prendre directement contact avec Laure si vous voulez améliorer votre prise de parole. On va terminer tranquillement avant de goûter le plat, Christophe, et ça commence à être très très joli, Christophe. On va reparler justement de vent d'éleveur. Régis, aujourd'hui, le consommateur, il fait confiance à qui? Il fait confiance aux distributeurs, il fait confiance au pouvoir public, est-ce qu'il fait confiance aux entreprises de l'alimentaire, est-ce qu'il fait confiance à l'Europe ou est-ce qu'il fait confiance à l'agriculteur? Non, c'est à l'agriculteur, la confiance. Les pouvoirs publics, il y a une défiance importante. La distribution aussi, parce qu'il y a, oui. On sait que les éleveurs ont pas mal de problèmes avec les distributeurs. Donc vraiment, c'est l'image de l'éleveur qui est la plus intéressante pour le consommateur. Au niveau des... Je ne peux pas ne pas vous poser la question sur des manifestations ou des potentielles manifestations d'agriculteurs. Les manifestations d'éleveurs, c'est surtout les Bretons qui ont été assez présents là-dessus. Si demain, ça ne s'arrange pas, malgré le fait qu'en Vendée, ça ne discute plus, on est plus dans la concertation que dans la vraie manifestation, mais si demain, ça ne s'arrange pas et que l'avenir est toujours assez morose et compliqué. Est-ce qu'un appel à la manifestation pour les éleveurs, est-ce que ça vous intéresserait? Est-ce que vous le feriez, Christian? On est dans un pays libre, donc chacun a le droit d'exprimer sa colère comme il le veut. Ouais. Nous, on n'a pas choisi, aujourd'hui, à notre coopérative, on n'a pas choisi la voie de la manifestation, malgré que je comprends nos éleveurs quand ils vont manifester. Nous, après, on est plus dans la réflexion et de se dire comment on peut construire et comment on peut être là demain. Parce que je suis peut-être un peu cru, mais quand on va manifester, on exprime sa colère à un certain moment. Et après, on rentre chez soi et qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Il n'y a pas de solution qui se passe. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de discuter avec les bouchers, avec les patrons de magasins et leur dire, voilà, aujourd'hui, on subit des prix, il faut qu'on trouve une solution, il faut qu'on soit capable de discuter sur la valeur de notre marge chez nous, de la marge chez vous, et de voir comment on peut s'entendre. Donc, aujourd'hui, on est plus dans une phase de construction que je dirais de blocage des magasins ou d'embêter nos consommateurs sur la voie publique. Donc après, c'est le choix de notre coopérative. Je peux comprendre des éleveurs qui sont dans la détresse, qui s'expriment. Après, il faut essayer de construire pour demain et voir comment on peut rester optimiste et quelle solution on trouve. Christian et Olivier, vous avez des enfants? Oui. Olivier, des petits? 6 ans et 9 ans. 6 ans et 9 ans, et Christian un peu plus... Un peu plus, 10, 21, 28. Il y a l'idée de reprendre l'exploitation, ou l'élevage, ça... Alors moi j'ai 4 filles. Aujourd'hui, il n'y a pas de motivation pour reprendre l'exploitation. Mais à voir comment ça se passera dans les 10 ans à venir. Aujourd'hui, vous aimeriez quoi, que vos filles ou une de vos filles reprennent... La fierté pour un agriculteur, c'est bien de transmettre son outil. Je crois que tous les agriculteurs sont dans la même logique. On passe 30 ans de notre vie, 40 ans de notre vie à construire une exploitation. On l'a vu démarrer, on l'a vu progresser. N'importe quel agriculteur ne peut pas ignorer, c'est une fierté de transmettre son outil. Mais nous savons déjà, dans le contexte que nous sommes, que des exploitations vont grandir, des exploitants vont transmettre leur exploitation à leurs enfants et d'autres seront je dirais, absorbés par d'autres exploitations. On verra des exploitations encore disparaître. Parce que malgré la crise, on verra encore des exploitations grossir et d'autres disparaître. Olivier, ils sont petits, mais est-ce que vous aimeriez bien qu'un de vos enfants reprenne l'exploitation? On n'en est pas rendu là, mais si c'est non, c'est un peu jeune. Je suis mais j'aimerais, c'est vrai. Le fait que je ne sois pas issu du milieu agricole. Dans l'idée de la transmission, j'aimerais. Bon, j'ai un petit bonhomme qui est mordu pour l'instant, mais il a que 6 ans. Ouais. Mais on verra, on va laisser faire, mais il n'y aura aucune obligation. Je le laisserai faire, mais j'aimerais, Clairement. Ce serait une certaine fierté, comme dit Christian. Ce serait une certaine fierté. D'accord. Alors, on va goûter le plat de Christophe, quand même. Je vous invite à prendre vos couverts qui sont cachés devant vous. Voilà. On va goûter. Alors, Christophe, on rappelle... Mais Laure, je vais vous donner un bout. On rappelle le plat. On rappelle le plat. Christophe. Tourne-dos de merlu. Tourne-dos de merlu. Sur le dessus, en fait, le chou-fleur est cru, juste mariné à l'huile d'olive et au sel. Ça ressemble un petit peu à une mimosa, en fait. C'est exactement sur ça. Le dessus. Et je vous invite à goûter. Et le tout est mariné à la fève tonka, en fait. Ça sent fort, la fève tonka. Il y a une odeur assez particulière et assez puissante. Voilà. Oh là là, oui. C'est fou. C'est très très bon. Mais la fève tonka, il y a vraiment une saveur particulière. Tout à fait. Ça reste le particulier. Mais en fait, on l'utilise surtout en dessert, en fait. Moi, j'aime bien l'utiliser à contrario de tout le monde. C'est fou. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas de la viande. C'est très bon. C'est pas mal, quand même. Et on a l'impression que c'est des petites violettes. C'est joli. On a l'impression que c'est des petites violettes avec le...
Oui, Le chou-fleur, c'est excellent. Oui, Alors, je rappelle juste que Christophe, j'en ai plein la bouche. C'est la table à la Roche-sur-Yon, vous pouvez y aller. Réserver parce que c'est souvent C'est plein. complet tout le temps. Pour vous dire qu'il fait de la bonne Incroyable. cuisine. Et en tout cas, je vous remercie vraiment, Régis, Christian et Olivier, d'être venus sur le plateau de la grande Merci à vous. émission pour parler de vente d'éleveurs. On a vu le site internet qui s'est affiché sur votre écran. Bon courage pour cette nouvelle marque. Laure, on se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup. Et moi, je vous souhaite une très belle soirée sur TV Vendée.